Nous allons donc parler des nouveaux réacteurs envisagés sur la commune de Loyet. Il va y avoir 4 parties. Pourquoi cette conférence? Les réacteurs nucléaires EPR et l'évolution vers des EPR2, le projet EPR2 à Loyet, la future politique énergétique de la France. Donc pourquoi cette conférence? Il était une fois, la Safer, en octobre 2018, a prospecté pour l'achat de 336 hectares de terre sur les communes de Saint-Vulbas et de Loyet. Pour des agriculteurs, puisque c'est un peu son rôle, mais non. Pour EDF, pour la centrale nucléaire du Bugey. Pourquoi? Ah, mystère. Une petite précision. Lors de la réunion publique de la commission locale d'information du site nucléaire du Bugey, le directeur de la centrale évoque plusieurs pistes. Des terrains pour le grand carénage, pour prolonger les réacteurs actuels jusqu'à 50 voire 60 ans, des terrains pour la future déconstruction de la centrale nucléaire. Mais il précise, aujourd'hui, aucune décision n'est prise, c'est juste de la prospection. Mais sortir du nucléaire avait un peu la réponse. Avec ces terrains, on pourrait installer 4 nouveaux réacteurs et même du stockage de déchets radioactifs à faible activité. Mais à la CLI du 9 juillet 2019, il y a des élus qui sont furieux, dont le maire de Loyet. Quand ce sont des mensonges et des choses comme ça, il faut faire quelque chose, c'est aberrant. La population ne comprend rien. Mais fin 2019, ça se précise. La communauté de communes de la Plaine de l'Ain, le département de l'Ain et la commune de Loyet prennent des vœux pour réclamer l'installation d'une paire de réacteurs EPR2 sur la commune de Loyet ou Saint-Vulbas. Parallèlement, EDF et le gouvernement préparent les EPR2. Le 8 décembre 2020, M. Emmanuel Macron, président de la République, déclare au Creusot vouloir assurer les conditions d'une prise de décision sur le lancement éventuel d'un programme de construction de nouveaux réacteurs et sur l'EPR2. Il parle de travail d'étude indispensable et il dit « Alors, sur la base de ce travail documenté qui sera partagé avec l'ensemble des Français, nous pourrons choisir en connaissance de cause, choisir en parfaite transparence. » En décembre 2020, on apprend les sites qui vont accueillir ces futurs EPR2. Penly, en Seine-Maritime, Gravelines dans les Hauts-de-France et Bugey dans l'Ain ou Tricastin dans la Drôme. On apprend même en janvier 2021 que EDF a déjà commandé les pièces forgées pour la construction de ces nouveaux EPR. Puis l'allocution télévisée du 9 novembre 2021, M. Macron lance la construction de nouveaux réacteurs. Cette déclaration officielle confirme pour la première fois la volonté du gouvernement de mener à son terme le projet de construction de 6 nouveaux EPR2, des EPR simplifiés, à l'étude depuis plusieurs années. Et le 10 février 2022, à Belfort, le président Macron, non encore candidat à l'élection présidentielle, lance un nouveau programme nucléaire. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. On en reparlera tout à l'heure. Donc face à ça, Sortir du nucléaire Bugey, qui siège au bureau de la CLI, lors de l'établissement des ordres du jour, réclamait systématiquement qu'on ait une présentation de ce projet d'EPR2, même si Bugey n'était pas encore choisi. Chaque fois, ça a été un refus. Et EDF Bugey soutenait qu'il n'y a pour le moment pas de projet à présenter. Pourtant, il y a eu du 27 octobre 2022 au 23 février 2023 un débat public pour les nouveaux réacteurs nucléaires et le projet de Penly. Et dans le document d'EDF, que vous voyez affiché, on voit clairement que le site nucléaire du Bugey a été étudié dans les détails. Il est dit « Ces sites ont été pris comme hypothèse dans les études de conception et pour l'élaboration de la proposition d'une série de 3 paires successives de réacteurs EPR2. Concernant le choix du 3e site, en bord de rivière, donc Bugey
ou Tricastin, les études préparatoires à la réalisation d'une paire d'EPR2 et les estimations associées de coûts et de calendrier de réalisation ont été faites pour le site du Bugey. Des études d'implantation ont été réalisées pour ces 4 sites. Et puis, il est dit aussi, pour le site du Bugey, la nature du sol nécessiterait des travaux de substitution préalablement à la construction des EPR2 afin d'assurer la portance nécessaire à des installations industrielles telles que des réacteurs nucléaires. Alors, s'il n'y a pas de projet, il y a quand même quelque chose. On nous ment. Parallèlement, le syndicat Bucopa, qui gère le schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire un document d'urbanisme qui définit la fonction des différents terrains. Donc, il entreprend de modifier son SCOT. Le conseil syndical du 16 mars 2022, EDF présente le projet EPR2. La présentation, comme par hasard, d'EDF n'est pas jointe au compte-rendu, alors que ça le devrait. Sortir du nucléaire Bugey la réclame, mais ne l'obtient pas. Au final, la commission d'accès aux documents administratifs est saisie. Et, le 2 septembre 2021, la commission émet, sous certaines réserves, un avis favorable à la demande de sortir du nucléaire Bugey. Mais depuis, ni le Bucopa, ni EDF n'ont communiqué la présentation. Finalement, le SCOT a été modifié le 9 février 2023 avec une zone à côté du site nucléaire actuel sur la commune de Loyette de 150 hectares prévue pour les EPR2. Et parallèlement, la commune de Loyette révise son PLU pour définir aussi cette zone. Il y a des incohérences dans la politique du gouvernement et des parlementaires. La politique énergétique de la France, elle est régie par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 et sa programmation pluriannuelle de l'énergie de 2019 à 2023, qui vient de se finir, qui prévoyait la limitation de l'électricité nucléaire à 50% du mix électrique, la fermeture de 6 réacteurs d'ici 2018, dont les 2 qui ont été fermés à Fessenheim, puis de 8 autres d'ici 2035. L'étude de plusieurs scénarios pour 2050, allant du 100% énergie renouvelable à un scénario où le nucléaire reste durablement une source de production d'électricité. Et puis d'ici 2021, un programme de travail sur le coût du nouveau nucléaire et ses avantages et inconvénients. Les scénarios ont été étudiés par RTE et par l'ADEME. Mais le 10 février 2022, M. Macron choisit seul le scénario le plus nucléarisé de RTE, avec l'abandon de la fermeture des vieux réacteurs, 14 réacteurs EPR2, et en plus la construction de petits réacteurs modulaires, dits SMR. Une concertation publique sur le mix énergétique est lancée en hâte et en catimini du 20 octobre 2022 au 18 janvier 2023. Parallèlement, presque, un débat public sur les nouveaux réacteurs nucléaires et le projet de Penly est aussi lancé une semaine plus tard, du 27 octobre 2022 au 23 février 2023. Il est soumis aux assemblées Sénat et l'Assemblée nationale un projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité des sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. Ce projet est amendé par les sénateurs pour maintenir la part du nucléaire dans la production d'électricité à plus de 50% à l'horizon 2050, c'est-à-dire une remise en cause de la programmation pluriannuelle de l'énergie en cours. Il y a aussi des conseils présidentiels de la politique nucléaire qui se réunissent et qui actent des objectifs pour les réacteurs existants et les nouveaux réacteurs, dont celui du vendredi 3 février 2023 qui court-circuite le débat public qui est en cours, puisque ce débat se termine que le 23 février. Et un débat parlementaire sur la nouvelle politique énergétique qui n'a pas encore eu lieu, alors que le président Macron a déjà tout décidé en matière d'énergie nucléaire. Mais il avait dit que ça serait transparent. Alors on dit halte à la politique du secret, du fait accompli, pour un véritable débat, et voici le pourquoi de cette conférence.
Alors voyons maintenant les réacteurs nucléaires EPR et l'évolution vers des EPR2. En fait, un réacteur EPR, c'est un réacteur comme ceux qui existent déjà, qu'on dit de troisième génération, mais c'est un réacteur à eau pressurisée, alors de très forte puissance, 1650 MW, voire un peu plus, dont la sûreté est améliorée. Un réacteur nucléaire, pour rappel, c'est une centrale thermique au même titre qu'une centrale au charbon ou au gaz, hormis que son combustible est de l'uranium ou du plutonium. C'est les fissions dans le cœur du réacteur qui libèrent l'énergie qui chauffe l'eau et produit la vapeur qui alimente la turbine. Comme toute centrale thermique, pour produire de l'électricité, il y a des rejets de chaleur et une centrale nucléaire, un tel réacteur, n'est pas très performant puisque 2/3 de chaleur sont rejetés pour 1/3 d'électricité. Un petit rappel, les générations de réacteurs. La génération 1, c'est les réacteurs graphite-gaz, comme le réacteur Bugey 1, qui ont été construits avant 1972. C'était la filière de réacteurs française. Ensuite est venue la génération 2, entre 1972 et 1998, avec des réacteurs PWR de 900 MW, comme ceux de Bugey actuellement, qui est en fonctionnement, des réacteurs de 1300 MW électriques, comme ceux de Saint-Alban, au sud de Lyon, et puis des réacteurs plus puissants, vers la fin des années 90, de 1450 MW, comme ceux de Civaux et de Chaux. Et puis, on a eu aussi la génération 4, qu'on nous dit à venir, c'est des réacteurs à neutrons rapides, on les appelle Astrid, mais en fait, le surgénérateur de Creys-Malville était de cette famille-là, donc on peut dire que c'était un prototype de génération 4 qui n'a pas fonctionné. Et la génération 3, c'est les réacteurs PWR, mais après 1998, donc les réacteurs EPR, EPR-NM et EPR2. On va en parler plus en détail. Le réacteur EPR, il a été développé dans les années 1990 par une société internationale qui regroupait à 50% Framatome et à 50% KWU, une filiale de l'allemand Siemens. EPR voulait dire à cette époque European Pressurized Water Reactor. Mais dès 1999, il y a un retrait progressif puis total en 2011 de Siemens. Donc, on a rebaptisé EPR Evolutionary Power Reactor. C'est un réacteur qui est conçu pour une meilleure sécurité. Les bâtiments réacteurs, le combustible et les systèmes de sécurité sont sur un même radier pour mieux résister au séisme. Il y a un récupérateur de corium, c'est-à-dire au cas où le cœur du réacteur viendrait à être en fusion, on le récupérerait avant qu'il s'enfonce dans le sol. Il y a 4 systèmes de sécurité et de réfrigération de secours et une maintenance possible sans arrêter le réacteur. Il y a 4 générateurs diesel de secours et 2 générateurs diesel d'ultime secours. Il y a plus de traversées en fond de cuve, comme dans les actuels réacteurs PWR, mais tout est dans le couvercle, d'où un couvercle plus complexe. Et il y a une double enceinte de confinement de 1,3 m d'épaisseur, c'est l'extérieur devant résister à la chute d'un avion militaire lourd et avion de ligne. Il est aussi prévu pour de meilleures performances, rendement à 37% au lieu de 33%, et donc une économie d'uranium. Et il peut fonctionner avec 100% de combustible MOX, un combustible fait avec du plutonium issu du retraitement. Alors les réacteurs EPR, il y en a déjà un certain nombre qui ont été construits ou qui sont en cours de construction. Le premier, ça a été le réacteur finlandais de Olkiluoto. Le début du chantier a été en 2005 et en fait sa mise en service commercial n'a été qu'en 2023. La construction est terminée avec 14 années de retard. Vient ensuite le réacteur EDF de Flamanville 3 qui lui a démarré en 2007 pour sa construction et qui est en phase finale, qui devrait démarrer cette année en 2024, mais avec 12 années de retard sur le planning prévu. 2 autres réacteurs ont été construits en Chine, à Taishan.
Ils sont en service. Le début de chantier a été en 2009 et en 2010. Ils ont été terminés avec 5 années de retard et ils fonctionnent depuis 2018-2019. On en reparlera un peu plus loin. Il y a EDF construit en Angleterre deux réacteurs EPR à Hinkley Point, au Royaume-Uni. Donc, ça a démarré en 2016. Le chantier est en cours, mais il est déjà annoncé 4 à 6 ans de retard. Et puis, EDF est en train de signer pour une nouvelle paire d'EPR à Switzel, au Royaume-Uni. Donc, c'est en préparation. Le graphique du dessous vous montre les coûts initiaux en rouge et les coûts actuels ou finaux en vert. Vous voyez que tous les réacteurs EPR ont largement dérivé par rapport à leur coût initial. À Flamanville, on est passé de 3,3 à 19,1 milliards. Ça a un peu moins dérivé en Chine, encore qu'on n'ait pas tous les éléments réels. Et à Hinkley Point, ça vient encore de dériver, puisque au départ c'était 16 milliards et maintenant on est à 37 milliards pour 2 réacteurs EPR. Et Switzel est vendu d'emblée à 23 milliards. Parlons maintenant de l'EPR de Flamanville, qui a de nombreux problèmes de construction. En décembre 2007, c'est le début du coulage du béton. Dès 2008, il y a des fissures dans le béton de la plateforme. En avril 2015, des anomalies de fabrication sont constatées sur le fond et le couvercle de la cuve du réacteur, qui sont déjà installés sur le site. Et il y a aussi des détections de défauts de soudure. En mai 2016, il y a une mise à jour d'irrégularités de fabrication à l'usine Creusot-Forges, qui sont dissimulées grâce à des dossiers falsifiés. Ceci concerne l'EPR et tous les réacteurs déjà en service, dont les 4 de Bugey, pour lesquels les cuves ont été posées avant 1975. En 2018, l'autorité de sûreté nucléaire demande à EDF de changer le couvercle de la cuve d'ici le 31 décembre 2024 et elle accepte sous condition la cuve du réacteur. En 2018, EDF annonce aussi des écarts de qualité sur des soudures du réacteur situées dans la traversée de l'enceinte de confinement. En 2019, l'autorité de sûreté nucléaire exige la réparation de ces soudures avant la mise en service. Un petit rappel, en 2021, Bouygues, qui a assuré le génie civil du réacteur, est condamné pour travail dissimulé et doit payer 2 millions d'euros au Trésor public. En décembre 2022, il y a un nouveau retard qui est annoncé pour le traitement thermique des soudures réparées. Le démarrage est reporté à 2024 et l'autorité de sûreté nucléaire accepte un report pour le changement du couvercle de cuve. Ceci est un vrai problème parce que au 31 décembre 2024, on pourrait remplacer le couvercle de cuve, mais pour ne pas retarder de quelques mois la mise en service du réacteur, on va le faire fonctionner pendant un certain temps et on va remplacer le couvercle plus tard alors qu'il sera devenu radioactif et que les travailleurs qui vont aller le remplacer vont prendre des doses de radioactivité. Il y a d'autres problèmes graves. Il y a des risques qui sont liés au système informatique de sûreté. En 2019, les Finlandais ont détecté ce problème. En 2012, l'autorité de sûreté nucléaire a levé ses réserves. Puis, il y a d'étranges vibrations. En 2018, toujours pour le réacteur EPR finlandais, lors des tests de ce réacteur, il y a d'importantes vibrations sur la ligne d'expansion du pressuriseur. Le pressuriseur, c'est une pièce essentielle dans le circuit primaire qui assure et qui contrôle la pression de ce circuit, et donc c'est vital pour le fonctionnement. Ce problème concerne en fait tous les EPR. En 2021, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire demande à Framatome d'identifier l'origine de ces vibrations qui peuvent occasionner des dommages par fatigue, et ceci peut conduire à revoir la conception de certains éléments du réacteur. Puis viennent les défauts de conception de la cuve des réacteurs EPR.
Pour rappel, en décembre 2018, le réacteur Taishan 1 a été mis en service. En 2021, de sérieux problèmes de fonctionnement sont détectés sur ce réacteur et il est arrêté fin juillet 2021. Il ne redémarrera qu'un an plus tard. Il est constaté la dégradation d'une trentaine d'assemblages de combustible avec des fuites d'environ 70 crayons, les petits tubes que vous voyez sur la photo, entraînant une forte contamination radioactive du circuit primaire. L'origine serait des vibrations dues à une mauvaise hydraulique en fond de cuve. C'est donc un défaut de conception de la cuve des réacteurs EPR. Ces défauts sont avancés par la CRIRAD et ils sont reconnus 8 mois plus tard par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. À cela s'ajoutent des difficultés de l'instrumentation des flux neutroniques. Il y a encore d'autres problèmes graves, une oxydation des assemblages de combustible. Le 28 juin 2023, le Canard enchaîné révélait que le réacteur 1 de Taishan était de nouveau à l'arrêt depuis le 31 janvier 2023. Lors de l'arrêt de tranche pour changer le combustible, il aurait été constaté des problèmes d'oxydation des assemblages de combustible. Il pourrait s'agir d'un problème qui serait similaire à celui qui avait entraîné un arrêt de plusieurs mois du réacteur chaud 2. Ce qui est intéressant de voir, c'est le fonctionnement des réacteurs chinois. C'est les seuls qui fonctionnent depuis quelques années. Donc vous voyez sur les courbes le taux de disponibilité. Si au début, ce taux de disponibilité était, on va dire en 2019, à 90 voire 100%, depuis, il ne fait que décroître. Pour Taishan 1, on est à 28%, et pour Taishan 2, on est à 58% à peu près. Donc c'est quand même un problème, ça veut dire que ces réacteurs ne fonctionnent pas bien. Alors le réacteur EPR2, qu'est-ce que c'est? C'est une évolution du réacteur EPR. Les objectifs principaux, c'est l'amélioration de la réalisation industrielle. Donc améliorer la constructibilité, rationaliser, réduction du catalogue de pièces, préfabrication des composants, etc. etc. C'est un abaissement des coûts par une construction en série et donc une construction par paire sur chaque site. Et en même temps, on supprime la bunkerisation, c'est-à-dire qu'en gros, la piscine des combustibles usés, qui est un élément très sensible, n'est plus protégée. Donc ce qui change, c'est aussi la suppression de la double enceinte de confinement, c'est le remplacement du récupérateur de corium par un ralentisseur de corium, c'est pas du tout la même chose, c'est 3 trains de sauvegarde au lieu de 4, c'est la non-protection du bâtiment combustible, je le disais, la piscine, par l'enceinte de confinement, et la non-bunkérisation des ouvrages assurant le refroidissement. Donc en fait, le réacteur EPR2, pour être plus économique, rogne un peu sur la sûreté de l'EPR. Alors voyons un peu où en est ce réacteur. En fait, c'est un réacteur qui est encore en phase de conception. On va s'appuyer sur l'étude que vous voyez affichée à l'écran. Donc c'est un nouveau modèle de réacteur et dans l'étude, il est dit que sa conception a atteint le stade de basic design, c'est-à-dire un stade plutôt d'avant-projet et les études doivent se poursuivre. L'instruction par l'autorité de sûreté nucléaire du dossier de sûreté nucléaire de l'EPR2 se poursuit, donc ce n'est pas encore validé, et l'obtention du décret d'autorisation de construction est visée à l'horizon 2026. Ce qui est dit aussi dans l'étude, c'est que ce calendrier repose sur des hypothèses ambitieuses de jalonnement du projet. Effectivement, l'étude ne se trompait pas, puisque nous venons d'apprendre que EDF est en retard sur les plans de conception du réacteur EPR2. Il est dit un retard de plus pour le nucléaire français. Les plans de conception du réacteur EPR2 d'EDF, qui devaient être finalisés à l'automne 2023, seront achevés mi-2024. Le basic design doit encore être finalisé pour passer au stade détaillé du réacteur. On est bien conscient qu'on est au stade avant-projet de ce réacteur. Dans cette étude, il est aussi abordé les coûts. Donc il est dit que EDF a réalisé un chiffrage et un premier calendrier pour la construction des 3 paires de PR2.
mais que ça ne représente pas un engagement ferme de l'entreprise. Le couplage au réseau du premier réacteur est annoncé à l'horizon 2037, alors qu'on nous parle par ailleurs de 2035 au gouvernement. Les 3 paires de PR2, c'est-à-dire 6 réacteurs, c'est évalué à 51,7 milliards d'euros 2020 en scénario médian et hors coût de financement. Il est dit qu'il est indispensable de poursuivre la prise en compte du retour d'expérience des autres chantiers d'EPR. On a très peu de retours pour le moment. Les seuls qui fonctionnent sont les Chinois qui fonctionnent mal, comme on vient de voir. Et il est dit aussi que le coût pour les paires 2 et 3, donc 3 c'est celle de budget, sont très dépendants du déroulé de la construction de la première paire. Et puis, il est dit, ça c'est très important, qu'EDF n'ayant pas remis d'offres engageantes, le chiffrage du programme, comme son calendrier, ne peuvent être totalement stabilisés. Alors le coût actualisé de l'énergie produite, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça tient compte du financement. Donc ça va dépendre beaucoup du coût moyen pondéré du capital investi dans la construction. Et une première estimation donne un coût de 40 € 2020 du mégawattheure pour un coût de capital à 1%, très très optimiste. 60 € 2020 par mégawattheure pour un coût de capital de 4%, et 100 € par mégawattheure pour un coût de capital de 7%, ce qui est le coût plus réaliste, puisqu'en fait là on est sur des financements à très longue durée. Il est aussi dit que le taux de disponibilité annoncé est de 88%. On voit que pour Taishuan, ce n'est pas du tout le cas pour le moment. Et il est dit que c'est à la fois ambitieux et d'un niveau raisonnable. C'est un drôle de langage de part des auteurs de ce rapport. Alors dans le rapport du réseau de transport d'électricité, RTE, une filiale EDF, pour le futur énergétique 2050, il est dit que les niveaux de coûts sont significativement plus élevés que pour les énergies renouvelables, mais que ces références doivent être considérées avec précaution dans la mesure où elles correspondent à des têtes de série. Alors il a annoncé un coût de l'ordre de 5 500 € par kilowatt pour les premiers réacteurs EPR2, soit environ 9 milliards d'euros par tranche EPR, en comparaison des 12,4 milliards d'euros correspondant à la dernière estimation de Flamanville hors coût de financement, et avec une perspective de baisse à 4 700 € par kilowatt pour des réacteurs EPR2 de série. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on nous parle de série, on considère qu'on atteint la série au niveau de la 3e paire, comme vous pouvez le voir sur la courbe marron et la courbe verte des EPR2. Mais si on regarde les réacteurs EPR, on en est au 8e. Et la tête de série, on pourrait dire qu'elle est largement atteinte, et pourtant les prix, les coûts continuent de dériver. Le petit point rouge, ça correspond à l'EPR de Flamanville actuellement, à presque 8 000 € par kilowatt. La courbe bleue, c'est celle des EPR à Hinkley Point. Initialement, c'était un peu moins de 5 000 € du kilowatt, un peu comme les EPR2 qu'on nous annonce. C'est monté à un peu moins de 7 000, puis un peu moins de 9 000, et maintenant on est plutôt à 11 000. Puisqu'il vient d'y avoir l'annonce d'une nouvelle dérive de prix et de coûts pour ces EPR. Et les EPR qu'EDF va vendre à l'Angleterre pour Swisswell, les 7e et 8e, cette fois le prix est annoncé au départ à 7 400 € du kilowatt. Donc on peut douter réellement des prix, des coûts qu'on nous annonce. Eh bien, voilà, ça devait arriver. On vous l'avait dit, et ça se confirme. Après une dérive sur les délais, voilà que la facture prévisionnelle des futurs EPR2
ceux qu'on va construire à Penly, Gravelines et à Bugey, grimpent de 30%. Le montant va passer de 51,7 milliards d'euros, valeur 2020, à 67,4 milliards d'euros. Et voilà, ce n'est qu'un début. Alors voilà une image pour la paire de PR2. Et on va parler maintenant du projet EPR2 à l'Oyette. Monsieur Macron a choisi le site de l'Oyette pour 2 EPR2. La presse s'est fait un écho très favorable. Une chance inouïe pour le territoire, les enjeux d'un chantier XXL. La très grande majorité des élus locaux ont sabré le champagne, se réjouant des perspectives économiques florissantes et gigantesques qui se dessinent sur leur territoire. Mais vous avez de l'information sur les EPR2, vous ? Est-ce qu'on vous a informé? Non. Et pour le moment, on ne parle que de l'emploi. On ne parle pas de la sûreté, on ne parle pas de l'environnement, on parle de rien d'autre. Il y a un problème. L'emploi, on peut en parler. Vous voyez ici la courbe d'emploi pour la paire d'EPR à Penly. Penly, c'est les premiers. C'est quelque chose qui sort du débat sur le nouveau réacteur, puisque ça valait aussi débat public pour les 2 premiers réacteurs à Penly. Cette courbe, elle est en forme pyramidale. Donc c'est vrai qu'on nous parle de 7600 emplois, voire même 10 000 par moment. Il y a un peu un délire. Le problème, c'est que 7600 emplois, c'est sur une année. Et que c'est pas avec ça qu'on construit de l'économie. On pourrait penser plutôt que ça va être très déstabilisant pour le contexte économique local, en entraînant de la spéculation sur l'immobilier, puis après, de gros problèmes, parce que les emplois vont disparaître. Et les emplois qu'on nous annonce pérennes par la suite, il faut bien penser qu'à l'échéance où les EPR2 vont être mis en service à Bugey, il est probable que les réacteurs actuels soient en cours de fermeture. Donc, il y aura simplement un transfert de personnel d'un site à un autre. Le site prévu pour les EPR2, on l'a déjà vu avec le Bucopa, le PLU de l'Oyette qui est en cours de modification, vous voyez la zone. Il est aussi prévu de créer une zone d'exploitation de carrière en face, puisque sur la zone convoitée par EDF, il y a des ressources de carrière pour certains carriers. Alors on a fait aussi, pour que vous voyez mieux à quoi ça va ressembler, ces EPR2, une modélisation en 3 dimensions. Là, on est au rond-point à la sortie de l'Oyette en allant vers le site nucléaire. Vous voyez là ce que ça va donner. On est parti ici avec 2 tours de refroidissement. Une tour pour chaque réacteur. C'est aussi possible d'envisager 4 tours, 2 par réacteur, comme c'est le cas actuellement pour le site du Bugey, puisqu'il y a 2 tours pour Bugey 4 et 2 tours pour Bugey 5. Les 2 et 3 étant refroidis directement par le Rhône. Effectivement, le refroidissement de la centrale est un élément très important. Et c'est bien dit dans le débat public qui a eu lieu déjà que ces EPR seront équipés d'aéroréfrigérants dont la hauteur pourrait être supérieure à celle des tours existants. Si on se réfère aux réacteurs de Civaux et de Golfech, qui ont des tours à 180 mètres de haut, compte tenu de l'augmentation de puissance, on peut penser qu'effectivement, pour un réacteur, si on met qu'une seule tour, elle fera environ 200 mètres de haut et 165 mètres de large. Si on en fait 2, on est reparti sur l'équivalent des tours actuelles de Bugey, mais elles seront probablement un petit peu plus hautes. C'est aussi possible d'avoir un refroidissement mécanique, comme à Chinon, que vous voyez sur la photo. Mais par contre, c'est beaucoup moins impactant visuellement en termes de bâtiment, mais c'est très bruyant, et puis il y a un fort impact vapeur d'eau aussi. Et en fait, ces EPR, ils vont avoir besoin de 315 millions de mètres cubes d'eau par an. Là-dessus, il y en a 252 qui vont être rejetés au Rhône en réchauffant un petit peu le Rhône. Et puis, il y a 63 millions qui vont partir dans l'atmosphère. Donc, ils vont être consommés en concurrence avec l'agriculture, l'eau potable, etc.
Voilà, on continue. Ici, c'est le rond-point de Vernat, entre Hyères-sur-Amby et Crémieux, ou Saint-Romain-de-Jalienas, donc côté Isère. Là, c'est une vue depuis le site archéologique de l'Arina. Et au loin, vous voyez qu'on voit Lyon. On est très très près de Lyon, faut pas oublier. Et de la métropole. Et puis, tous ces réacteurs qu'on nous dit décarboner, ce qui est faux, admettons à faible émission de gaz à effet de serre, de carbone, mais en fait, ces réacteurs ne sont pas propres parce qu'ils auront, comme ceux actuellement, des rejets radioactifs et chimiques réguliers qui seront autorisés, mais qui polluent quand même. Et puis, il y a d'autres pollutions, il y a d'autres risques. Il peut y avoir des pollutions accidentelles. Il y en a sur le site actuel, puisque EDF a déjà été condamné. Il y a de nombreux déchets radioactifs et leur transport. Après, il y a les fissures, le vieillissement qui vont intervenir. Il y a des incidents qui peuvent être plus ou moins graves. Il peut y avoir une cascade d'incidents qui pourraient mal tourner et provoquer un accident grave. Et puis, il y a différents types d'accidents graves possibles pour cause interne. Puis, il y a des accidents aussi pour cause externe. Les ruptures de barrages, en particulier Vouglan, les inondations, un très gros tremblement de terre, la chute d'un avion du fait de la proximité des aéroports de Saint-Exupéry et de Lyon-Bron, et il peut y avoir le terrorisme, la guerre, on voit un peu ce qui se passe actuellement en Ukraine. Là, on vous a mis une simulation de l'Institut Biosphère de Genève qui a été faite avec des données météo réelles du 21 septembre 2017. Il n'y a pas beaucoup de vent ce jour-là. Et en fait, toute la métropole lyonnaise serait contaminée et devrait être évacuée définitivement. C'est quand même des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on veut cet avenir ? Un autre élément qui est venu là un peu dans ce dossier, c'est que la Compagnie nationale du Rhône a un projet de barrage juste en aval du site nucléaire du Bugey, 4 km, et même pas 2 km en aval du futur site des EPR2, avec en plus une digue qui va empiéter sur la zone convoitée par les EPR2. Et on se demande si c'est effectivement un barrage pour produire de l'énergie ou pour sécuriser le refroidissement des EPR2 et même du site actuel. Le nucléaire, on nous dit que c'est pas intermittent. Eh bien si, le nucléaire c'est intermittent, puisqu'il y a assez régulièrement des réacteurs qui disjonctent pour des raisons de sûreté, donc qui s'arrêtent très très brutalement. Vous voyez le nombre, c'est entre 30 et 50. 2020 est un peu exceptionnel, puis c'était l'année Covid, avec peu de réacteurs en fonctionnement en plus. Donc effectivement, et quand ça disjoncte, comme là pour le réacteur Bugey 2 le 17 juin 2021, c'est 866 MW qui disparaissent du réseau. Ça représentait quand même 1,6% de la production électrique totale de la France. Ça correspondrait aussi à l'arrêt simultané de 433 éoliennes de 2 MW, fonctionnant à pleine puissance, ce qui est très très peu probable. Mais pour le réseau de transport d'électricité, c'est un gros problème parce que c'est une très grosse perte de production électrique, tout d'un coup, subitement, qu'il faut compenser immédiatement. Et avec les EPR2 de 1650 MW, le réseau sera encore plus déstabilisé. Après, les réacteurs nucléaires, ça nécessite des sites sécurisés et une société policière. Vous voyez, c'est sorti du débat de nouveaux réacteurs. Vous voyez qu'il y a 3 niveaux de protection par rapport aux réacteurs nucléaires, avec des contrôles, etc. Vous voyez à côté des ombrières photovoltaïques, des éoliennes, il n'y a pas toutes ces contraintes, c'est beaucoup plus libre. Donc il faut aussi se poser la question sur la société qu'on veut. Alors voyons maintenant la future politique énergétique de la France. En fait, la France, elle est très en retard pour les énergies renouvelables. Vous voyez la grosse courbe noire en bas, c'est la France. Vous voyez que la plupart des autres pays ont beaucoup plus de production électrique en kilowattheure par habitant d'électricité éolienne et photovoltaïque que nous. Donc, on développe peu ces énergies en France. Et la part des énergies renouvelables, en fait, dans la consommation finale brute d'énergie, vous voyez ici en 2005 et en 2021, avec les objectifs pour 2020 et 2030.
vous voyez très clairement que la France n'a pas tenu ses objectifs pour 2020. Elle ne tiendra pas non plus aussi ses objectifs pour 2030 que l'Europe a augmenté à 42,5% pour toute l'Europe. Et il est dit par Kadri Simonis, la commissaire européenne de l'énergie, le 15 février 2024, la France doit considérablement revoir à la hausse son ambition en matière de sources d'énergie renouvelables pour atteindre au moins 44%. Alors si on regarde les coûts de production de l'électricité actuellement, il y a un document de l'ADEME qui donne des valeurs et on a ajouté le coût des réacteurs nucléaires. Alors le vieux nucléaire, c'était autour de 49 € du mégawattheure. Mais le vieux nucléaire, il ne va plus exister puisqu'après 40 ans, il y a le grand carénage qui fait que pour prolonger les réacteurs, il faut faire des gros travaux de mise en sûreté et donc il y a une augmentation des coûts. Et ça peut monter jusqu'à 70 € du mégawattheure selon la Cour des comptes. Et le nouveau nucléaire, les EPR, pour le moment, c'est plutôt des coûts autour de 100 à 126 € du mégawattheure. Donc vous voyez que l'éolien terrestre, l'éolien en mer et le photovoltaïque au sol sont beaucoup moins chers que l'électricité produite par les réacteurs nucléaires, par les nouveaux réacteurs. Après, les grandes toitures et le résidentiel, mais le résidentiel c'est un peu différent puisqu'il faut comparer le coût de la production avec le coût du kilowattheure qui est livré chez l'habitant. En fait, l'électricité produite par les EPR à construire et même les anciens réacteurs, elle va coûter plus cher que celle produite par les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Pourquoi? Parce que dans le nucléaire, les prix montent alors que pour les énergies renouvelables, ils baissent chaque année. Et ça ne va pas changer. Alors revenons un peu sur le discours de M. Macron le 10 février 2022 à Belfort. Il a dit « Sur la base des travaux de RTE et de l'Agence internationale de l'énergie, j'ai pris 2 décisions fortes. » Alors on va voir après, les travaux de RTE, c'était 6 scénarios. M. Macron a pris la décision, tout seul, sans débat, sans concertation. C'est un déni de démocratie. Et il a décidé. La première est de prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être sans rien céder sur la sûreté. La seconde décision, compte tenu des besoins en électricité et de la nécessité d'anticiper aussi la transition, la fin du parc existant qui ne pourra être prolongé indéfiniment, nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Nous visons le début de chantier à l'horizon 2028 pour une mise en service du premier réacteur à l'horizon 2035, en contradiction avec l'étude que je vous ai présentée précédemment. À côté de ces EPR, un appel à projet sera soutenu à hauteur d'1 milliard d'euros par France 2030 et sera lancé pour faire émerger des petits réacteurs modulaires, les fameux SMR, mais aussi des réacteurs innovants permettant de fermer le cycle du combustible et de produire moins de déchets. Alors, le scénario sur les 6 de RTE que M. Macron a choisi, c'est le scénario N03, qui a le plus de nucléaire, donc 14 EPR et quelques SMR. Parallèlement à ça, il y avait un scénario 100% énergie renouvelable, où il n'y a plus de vieux nucléaire et il n'y a pas de nouveau nucléaire. Ce scénario est totalement viable. Par RTE, il a annoncé à un coût de 77 milliards d'euros par an, contre 59 milliards d'euros par an pour les EPR2, celui avec les EPR2, dont on ne connaît pas encore le prix réel et qui sera sans doute beaucoup plus cher. Donc en fait, il ne faut pas se fier aux coûts, puisque d'un côté, on a des coûts qu'on connaît pour les énergies renouvelables, et de l'autre côté, on a des coûts sous-estimés. Il y a eu aussi l'ADEME qui a fait des scénarios. Il y avait 5 scénarios. C'est pareil, l'ADEME, il y a un scénario, le scénario S1, qui est pratiquement 100% énergie renouvelable. Il reste juste 2 gigawatts de nucléaire existant, c'est-à-dire c'est le réacteur de Flamanville. Et un scénario S4 avec beaucoup de nucléaire, 16 gigawatts de vieux nucléaire et
16 gigawatts de nouveau nucléaire. Et là, par contre, l'inversement, c'est le scénario 100% énergie renouvelable qui est à 85 € du mégawattheure, contre 87 celui avec beaucoup de nucléaire. Tout ça, normalement, aurait dû servir de base à un débat. Mais ça n'a pas été le cas. M. Macron a choisi tout seul. Il y a eu aussi le scénario négawatt qui montre aussi qu'en 2047 à peu près, on pourrait ne plus avoir d'énergie nucléaire et à terme être à 100% énergie renouvelable en 2050. Alors on nous dit que les renouvelables et le nucléaire c'est compatible. Eh bien regardons un peu les images. Là vous avez la consommation et la production réelle de janvier 2019 et de juin 2019. C'est les données RTE. On n'a retenu que 2 mois, janvier et juin. Donc vous voyez, en jaune, c'est la production du nucléaire. On a fait l'hypothèse qu'on multiplie par 14 l'éolien et le solaire. C'est à peu près dans la logique d'un scénario avec beaucoup d'énergie renouvelable, un peu comme celui 100% énergie renouvelable. Vous voyez donc qu'en janvier, déjà, le réacteur nucléaire, il devrait être arrêté certains jours, être fortement diminué d'autres, puisque l'éolien, c'est le vert. Et au mois de juin, c'est encore pire, puisque là, au vert, s'ajoute aussi beaucoup le solaire photovoltaïque, en violet. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, avec les énergies renouvelables, qu'on dit intermittentes, mais programmables quand même, éoliennes et photovoltaïques, il faut en face un moyen de production qui soit très flexible. Alors est-ce que c'est le cas de l'énergie nucléaire? Non. L'énergie nucléaire, les nouveaux réacteurs nucléaires, ça sera une flexibilité comme ceux actuels qui est très contrainte. Effectivement, ils ont une certaine flexibilité. Mais en fait, cette flexibilité, elle est limitée à 2 baisses de puissance par jour sans être mis totalement à l'arrêt. Et avec des temps de remontée plus ou moins longs. Et donc, pour les réacteurs EPR de génération 3, le nombre de variations est limité à 36 000 pendant la durée de vie du réacteur, 60 ans. Mais une forte flexibilité, c'est-à-dire que si on fait ces 2 baisses systématiquement tous les jours, ça va fragiliser les gaines de combustible, ça accroît les contraintes thermiques et mécaniques de la cuve du réacteur et ça réduit par là même sa durée de vie, ça augmente les besoins de maintenance, ça nécessite des remplacements plus fréquents des crapes de contrôle, ça accroît les rejets d'effluents radioactifs et chimiques dans l'environnement. Il y a une thèse qui a été faite par Madame Camille Cany, interaction entre énergie nucléaire et énergie renouvelable, variable dans la transition énergétique en France, adaptation du parc électrique vers plus de flexibilité. Et dans cette thèse, il est dit, même si le parc possède une marge de manœuvre pour réaliser plus d'opérations de flexibilité, la présence d'éolien et de solaire à des taux supérieurs à 30% paraît difficilement soutenable techniquement par lui seul. Rappelons que la communauté européenne nous demande 44% de renouvelables dans notre énergie finale. Et puis, ça c'est la partie technique, mais sur le plan économique, s'il y a beaucoup d'énergie renouvelable, comme vous l'avez vu sur les graphiques précédents, vous avez bien vu que le jaune devient très réduit. Un peu moins en janvier, mais pratiquement presque plus en juin, quand il y a beaucoup de soleil. Donc ça veut dire que le réacteur qui est prévu pour un fonctionnement à 88% dans les documents qui nous sont présentés, il fonctionnerait à moins de 50%. Mais dans ce cas-là, ça va être très difficile d'amortir les coûts de construction, parce que construire ces réacteurs nucléaires, ça coûte très cher. Donc, comme ces amortissements ne pourront pas être amortis, ça veut dire que, en fait, comme la thèse le précise, on va limiter le développement des énergies renouvelables, puisqu'il ne faudrait pas plus de 30% de photovoltaïque et d'éolien en production électrique, et qu'on va probablement brider des installations, et peut-être que même vous, individus qui, pour le moment, avez mis des panneaux sur votre toit et qui les revendez à EDF, eh bien, à certains moments, il y aura peut-être plus possibilité de les vendre parce qu'il faudra faire fonctionner en priorité les réacteurs nucléaires.
Donc nouveau nucléaire, ça veut dire peu d'énergie renouvelable. Et du reste, c'est bien ce qu'on voit avec les scénarios de RTE, puisque là, en vert, vous avez le scénario M0 à 100% d'énergie renouvelable, et en rouge, le scénario N03 qu'a choisi M. Macron avec beaucoup de nucléaire. Vous voyez qu'on développe vraiment beaucoup moins le solaire photovoltaïque, nettement moins aussi l'éolien terrestre, encore moins l'éolien en mer, pour laisser la place au vieux nucléaire et au nouveau nucléaire. Donc, on peut faire du 100% énergie renouvelable, mais le nucléaire ne peut pas fonctionner avec beaucoup d'énergie renouvelable. Si on parle des émissions de gaz à effet de serre, on s'est déjà inquiété de la chose. On a entre autres questionné EDF pour avoir une étude d'analyse de cycle de vie. Alors une étude d'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on prend de la mine jusqu'aux déchets, tous les impacts qui ont lieu, donc la mine, la transformation de l'uranium, son enrichissement, le fonctionnement des réacteurs, le stockage en piscine, l'éventuel retraitement, et puis à la fin, le stockage sur des sites pour les déchets, dont le projet CIGEO, où on veut enfouir les déchets les plus radioactifs sous terre. Ce qui nous a été répondu, il nous a été dit, de plus, vous nous interrogez sur l'existence d'études d'analyse de cycle de vie, ACV, spécifiques aux réacteurs de type EPR de 1650 MW, et vous en demandez la transmission éventuelle. Je vous confirme que nous ne disposons pas de telles études. C'était le 15 juillet 2020. On a quelques données qui existent dans le rapport du GIEC de 2014. Et effectivement, il est annoncé 12 grammes de CO2 par kilowattheure, mais en fait c'est une médiane entre différentes études qui vont de 3,7 à 110 grammes. Et on peut même s'étonner du choix du 12 grammes quand à côté, pour ce qui est des infrastructures et de la chaîne d'approvisionnement, on met le chiffre de 18. Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur effectivement les émissions de gaz à effet de serre des réacteurs nucléaires, et pour le moment on n'a pas d'études complètes et transparentes avec tous les éléments qui permettent de juger réellement le sérieux de ce qu'EDF nous présente. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que dans notre cas, il ne faut pas raisonner en moyenne. Il faut raisonner en émissions qui vont être faites dans les années qui viennent. Or, construire des réacteurs nucléaires, c'est beaucoup de terrassement, c'est beaucoup de béton, c'est beaucoup d'acier, c'est de nombreux autres matériaux à forte émission de gaz à effet de serre. Donc, pendant toute la phase de construction de ces réacteurs, qui dure au moins 10 ans pour un réacteur, et qui va donc s'étaler sur 10-15 ans pour les deux paires, voire plus, on va faire que n'émettre des gaz à effet de serre, sans les compenser, puisqu'on ne produira pas. Ce n'est qu'après qu'on va les moyenner, ces émissions. Mais le GIEC nous dit bien que la limitation de la température de notre planète se joue sur les 10 prochaines années. Donc, en fait, ce projet de nouveau nucléaire, on le dit carrément, il est climaticide pour la planète. Et puis, il n'y a pas que les gaz à effet de serre. Parce que le réchauffement climatique, c'est aussi toute l'énergie qu'on consomme et qui se transforme en chaleur sur la planète. Alors, il y a des énergies qui sont d'origine solaire, comme le photovoltaïque et aussi l'éolien indirectement, mais celles-ci, elles n'amènent pas d'énergie supplémentaire puisqu'elles n'utilisent que le flux de l'énergie solaire, c'est-à-dire qu'elles sont neutres pour le climat. Par contre, toutes les énergies fossiles, le pétrole, le gaz et l'énergie nucléaire aussi, sont des énergies qui n'existent pas dans le flux normal de la planète et qui viennent donc accroître les émissions de chaleur dans l'atmosphère terrestre. Et ça contribue au réchauffement climatique. D'autant plus que pour toutes les centrales thermiques, on voit bien qu'il y a beaucoup de rejets de chaleur pour faire un peu d'électricité. C'est aussi une question qu'il faut se poser. Et puis pour finir, on va parler de la fausse indépendance énergétique de la France. En fait, on nous annonce qu'on est à 5,1% de l'énergie consommée et produite sur le territoire. Oui, produite. On joue sur les mots.
Parce qu'en fait, pour l'énergie nucléaire, il y a une sorte de convention qui dit qu'on ne prend en compte que la quantité totale de chaleur dégagée lors de la réaction de fission du combustible nucléaire. Mais, à force de le réclamer, dans les bilans énergétiques de la France, il a été quand même simulé le cas où on prendrait en compte le fait que le combustible nucléaire vient de l'étranger, et dans ce cas-là, le taux d'indépendance énergétique de 55,1% tombe à 13%. C'est-à-dire qu'on a une sorte de hold-up sur l'uranium. L'uranium, si au début du nucléaire, dans les années 70, il était produit par des mines sur le territoire français, depuis le début des années 2000, il est à 100% importé du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Niger, du Canada, de la Namibie, de l'Australie. Bon, certains pays sous domination russe, le Niger, on voit bien ce qui se passe actuellement. Donc, ça pose question. Avec des mines qui vont laisser beaucoup de résidus pour les habitants sur place, ou qui vont beaucoup polluer, c'est le cas du Kazakhstan, où pour exploiter certaines mines, on injecte de l'acide sulfurique dans le sol, c'est quand même pas une énergie propre, hein. Loin de là. Il faut bien en être conscient. Et puis, après la mine, il y a une conversion qui se fait sur les sites, avec beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Au Niger, c'était une centrale charbon qui fonctionnait pour ça. Il y a aussi tous les engins de terrassement qui consomment des carburants, avec émissions d'effet de serre. Mais après, cet uranium, il vient en France, il est converti par des usines chimiques, puis enrichi pour finalement être mis sous forme de crayons combustibles qui vont aller dans les réacteurs. Et c'est à partir de là, dans le réacteur, qu'on va le considérer. Le reste, on a tout oublié. Alors, est-ce que l'énergie est vraiment dominante dans notre consommation? Si on raisonne sur la consommation finale, toute énergie confondue, pas électricité, l'énergie nucléaire, c'est que 18,2% de notre consommation finale. Les énergies renouvelables, c'est 17,1%. Donc vous voyez, le gros, en fait, c'est du pétrole, du gaz et un peu de charbon. Donc 18,2, on peut substituer. C'est sans doute plus facile que les 41,8% du pétrole. Et puis au niveau mondial, pour cette même consommation finale d'énergie, en 2020, le nucléaire, ce n'est que 2%. Donc c'est pas en faisant un peu plus de nucléaire qu'on va lutter contre le réchauffement climatique. C'est faux, on nous ment. Et actuellement dans le monde, c'est effectivement les énergies renouvelables qui croissent très fortement, comme vous pouvez le voir sur les graphiques. Sur la gauche, c'est les capacités ajoutées depuis 2000. On est à 807 en 2021 gigawatts électriques pour l'éolien et 847 pour le photovoltaïque. Le nucléaire, on est à 40, voire 14, selon qu'on prend les réacteurs un peu à l'arrêt ou pas. Et puis en production annuelle, il y a aussi une croissance très très forte des énergies renouvelables. C'est l'éolien avec 1850 TWh par an, le photovoltaïque avec 1032, et puis le nucléaire n'est qu'à 390, avec une légère croissance entre 2020 et 2021, essentiellement du fait de la Chine. Donc, le nucléaire n'est pas l'énergie d'avenir. L'avenir est dans les énergies renouvelables et la France fait une fausse route en relançant un nouveau programme nucléaire. L'énergie nucléaire, elle est dite décarbonée, mais très polluante et des déchets radioactifs à gérer sur des milliers d'années. C'est une énergie complexe, dangereuse et coûteuse. Je vous remercie.